Frédéric Nérot, bonjour, bienvenue. Bonjour. Alors nous allons évoquer avec vous le 44e Festival de musique de Sully et du Loiret, la réouverture le 22 avril, donc dans quelques jours, du musée Château de Gien, consacré à la chasse mais aussi désormais à la nature. Le prix Boccace de Nouvelles qui sera décerné le 25 juin dans un autre château, celui de Chabrol. Et enfin le soutien du département à l'éducation artistique et culturelle. Alors Frédéric Nérot, tout de suite, ce 44e Festival de musique de Sully et du Loiret, c'est un petit peu l'action culturelle majeure du Loiret ? Le festival de Sully et du Loiret est effectivement un des temps forts de la vie culturelle dans le département. C'est pas le seul, mais en tout cas c'est un temps fort dont le conseil départemental est l'organisateur depuis déjà un certain nombre d'années. C'est un festival qui n'a pas lieu à un seul et même endroit. On dit toujours le festival de Sully, mais c'est un festival gyrovague, si je puis dire, qui a plein de possibilités dans le département. On voit Pithiviers, il y aura des événements aussi à Orléans, à la Ferté-Saint-Aubin, à Ferrières-en-Gâtinais, etc. C'est important aussi de dire que ce rayonnement culturel, ce rayonnement musical, il n'a pas lieu uniquement à Sully. C'est une manière aussi d'amener la musique à tout le monde. Plutôt que d'essayer d'amener tout le monde à la musique, des fois, c'est pas simple. Tout à fait. Nous savons tous que le berceau historique du festival est Sully, mais quand le département a repris la gestion du festival en 2004, il a souhaité que ce festival irrigue en quelque sorte de musique le département. Et effectivement, dans la marque de fabrique de cet événement culturel, il y a la décentralisation. Et si le plus grand nombre de concerts a lieu à Sully, il y a effectivement des concerts, je serais tenté de dire, aux quatre coins du département, que ce soit effectivement à Pithiviers, cette année à la Ferté-Saint-Aubin pour la première fois, à Gien ou à Ferrières. 18 concerts payants, plus des concerts pour les scolaires, l'éveil musical pour le public scolaire, évidemment, c'est très important. 7000 spectateurs l'année dernière, 81% de taux de remplissage. Donc, c'est pas le reproche qu'on pourrait faire des fois. Là, c'est pas le cas. C'est pas un festival élitiste. C'est vraiment pour tout le monde. Exactement. Faut le répéter ça. Parce que... on a toujours souhaité que le festival ne soit pas élitiste, qu'il puisse s'adresser au plus grand nombre de spectateurs, évidemment des mélomanes avertis, mais aussi des personnes qui ne le sont pas, mais qui ont envie de découvrir le répertoire qui est proposé, qui est très varié. On essaye de faire en sorte qu'il y en ait, si je puis dire, pour tous les goûts, puisqu'on a bien sûr une dominante de musique classique, mais il peut s'agir de musique baroque comme de musique romantique, mais il y a toujours aussi des programmes de musique du monde, par exemple cette année autour du fado et du tango, et également d'autres formes d'expression musicale. Mais en tout cas avec toujours le souhait de s'adresser au public le plus large possible, et on y veille notamment en ce qui concerne le prix des places, avec des tarifs réduits en particulier pour des personnes qui pourraient être empêchées si les conditions financières étaient trop élevées. Alors il n'y a pas de thématique, mais est-ce qu'il y a une couleur particulière cette année ? Oui, la particularité, une des particularités du festival de Sully est effectivement de ne pas s'enfermer ni dans une thématique, ni dans une époque, ni dans un compositeur, mais néanmoins il y a souvent des dominantes. Et cette année, très clairement, la dominante, c'est la voix et le piano. Ce qui n'empêche pas Renaud Capuçon d'être l'une des vedettes de ce festival, le célèbre violoniste. Voilà, il y a également une place pour le violon et même le marimba et bien d'autres instruments. Et effectivement, Renaud Capuçon sera une des têtes d'affiche de cette 44e édition. Je reviens un instant sur le public scolaire. Est-ce que ça a été une demande spécifique aussi des enseignants de pouvoir être associés, être intégrés de participer, je ne sais pas comment on peut le dire, à ces concerts, pour le besoin de leurs enseignements? C'est une action qui est née à l'origine à l'initiative du département, mais bien évidemment en concertation étroite avec les communautés éducatives des établissements concernés, qui sont à Pithiviers, à Gien et à Sully, 3 villes partenaires du festival, et cela concerne aussi bien les élèves des écoles primaires que les collégiens. Est-ce qu'on peut juste faire un tout petit mot d'histoire ? Vous dites que le festival a été repris par le département en 2004.
Avant, ça fonctionnait comment? Peut-être des gens qui nous écoutent et qui arrivent dans le Loiret, qui ne savent pas très bien comment ça se passait autrefois, parce que c'est quand même le 44e, hein, c'est pas rien. Le festival est né en 1973 et il a été géré jusqu'à sa reprise par le département, par une association qui était soutenue par le département du Loiret, mais c'était une gestion associative. Et à partir d'un certain moment, l'association a été confrontée à un certain nombre de difficultés et il était indispensable pour assurer la pérennité du festival qu'il puisse être repris par le Conseil général à l'époque, ce qui a été le cas. Pour le professionnaliser en quelque sorte aussi, au bon sens du terme, dans son organisation en tout cas. Disons qu'il y a eu un certain nombre d'évolutions, mais c'était un festival qui était déjà à l'époque de la gestion associative à un niveau de qualité tout à fait élevé, mais qui était concentré à Sully. Et une des réformes, entre guillemets, qui a été apportée par le département a été de le décentraliser et également de mettre l'accent aussi, et ça c'est aussi un élément de la marque de fabrique du Festival de Sully et du Loiret, sur le patrimoine, puisque la quasi-totalité des concerts se déroulent dans des hauts lieux du patrimoine loiretain. Églises, châteaux, etc. Oui, voilà, d'où l'intérêt de ce qui peut se passer avant ou après les concerts, avec notamment des visites de châteaux quand les concerts ont lieu dans le château ou à proximité, notamment à Sully. Oui, et il y a un partenariat traditionnel qui a été établi entre le département, les villes hôtes du festival et les offices de tourisme, et des visites sont organisées, par exemple, à Sully, à Ferrières-en-Gâtinais, à Gien, et ces visites permettent aux spectateurs, avant ou après le concert, de mieux connaître tout le charme des cités où se déroulent les concerts. Voilà, donc ce festival, c'est du 1er juin au 18 juin. Les concerts ont lieu le week-end et on précise que la billetterie est ouverte depuis le 1er avril. Alors on va passer de Sully-sur-Loire à un autre haut lieu du Loiret, et même on a envie même de dire de France, parce que quand même c'est pas rien ce château de Gien. Dans quelques jours, le 22 avril exactement, réouverture du château-musée de Gien. Le château-musée de Gien réinventé. Mais comment peut-on, au XXIe siècle, réinventer un tel château de la fin du XVe siècle, si ma mémoire est bonne, Frédéric Neyraud? Comment le réinventer, ce château? Le château, on ne l'a pas réinventé. Le château, on l'a restauré parce qu'un certain nombre de travaux étaient absolument indispensables. Par contre, on a réinventé le musée qui est hébergé au sein du château. Et il faut rappeler que ce musée est né en 1952. Donc un musée de la chasse au départ. Un musée de la chasse qui est devenu quelques années plus tard, après sa création, musée international de la chasse. Il a bénéficié d'importants prêts de musées nationaux, il a bénéficié de dons, d'acquisitions, et le musée de la chasse de Gien a pris très vite place parmi les musées cynégétiques les plus importants d'Europe. Néanmoins, un musée doit vivre et doit évoluer en s'adaptant à son époque. Vous comprenez bien que la muséographie qui avait été mise en place en 1952, même si elle avait été revue au fil du temps, globalement avait vieilli. La façon aussi d'appréhender la chasse avait évolué, et donc il était absolument indispensable, si on voulait relancer la fréquentation du château et du musée, puisque cette fréquentation était en baisse, d'imaginer un nouveau concept. Et ce concept, c'est chasse, histoire, nature en Val-de-Loire. Le musée de Gien restera un musée de la chasse, mais la chasse replacée dans son contexte historique et également dans son contexte naturel, tout étant lié. Si Anne de Beaujeu a fait construire le château que nous pouvons admirer aujourd'hui, c'est parce qu'on chassait déjà à l'époque, et beaucoup, en forêt d'Orléans. C'était une forêt qui était particulièrement giboyeuse, d'où la construction du château. Et si on y chassait, c'est parce qu'il y avait une faune qui était particulièrement riche. Donc, si je puis dire, tout se tient, et nous souhaitions, dans le cadre de la nouvelle muséographie, beaucoup plus mettre en avant ce lien entre chasse, histoire et nature. Est-ce que c'est pas aussi une façon d'attirer dans ce musée des gens qui n'y viendraient pas forcément, parce que la chasse, c'est pas leur truc, ça peut paraître étonnant, même dans ce département, mais oui, ça existe. Et du coup, avec la nature et tout ce qui tourne autour, ça permet d'attraper aussi un autre public, peut-être un public plus jeune également, on en parlera peut-être avec les enseignants, etc. Mais d'ouvrir un peu ce musée à
d'autres personnes auxquelles on ne pense pas forcément au premier abord. Tout à fait. Et bien évidemment, les chasseurs seront les bienvenus au musée, mais le musée ne s'adresse pas effectivement qu'aux chasseurs. Il faut viser un public beaucoup plus large, d'abord un public scolaire, et puis un public également d'une façon générale qui est intéressé par les beaux-arts. Parce que si la chasse est la thématique dominante, évidemment, de ce musée, on y voit de très belles œuvres, qu'il s'agisse de peinture, de sculpture, de gravure. Donc, il était important aussi de mettre en exergue cette dimension beaux-arts et, comme vous le dites, aussi de mettre l'accent sur la nature parce que il y a un lien intrinsèque qui s'établit entre les pratiques de chasse et l'environnement naturel dans lequel elle se déroule. Oui, l'un ne va pas sans l'autre. Quand on parle de nouvelle muséographie, on pense tout de suite aux champions hors catégorie des muséographies, à savoir les anglo-saxons, qui n'ont quand même pas leur pareil pour essayer d'associer aussi les plus jeunes, parfois aussi les plus petits d'un point de vue de la taille, à tout ce qui est cartouches qu'on voit sur les murs, qui expliquent les œuvres, etc. Est-ce que c'est des choses qui ont été aussi associées, pensées dans cette nouvelle muséographie ? Bien sûr. Faire de l'interactif, ou faire fonctionner ses doigts, ou un jeu, un livret-jeu, des choses comme ça. Tout à fait. C'est exactement le choix qui a été fait. Il y aura au sein du musée une offre multimédia très riche, avec une dimension tactile, une dimension sonore, une dimension olfactive, de façon effectivement à créer le plus de liens possible entre le visiteur et en particulier, mais pas exclusivement les plus jeunes, et les collections. Est-ce que c'est un musée qui va être plus grand au niveau de la surface ? Oui, il y a plus d'espace qu'il n'y en avait auparavant pour la présentation des œuvres. Cela représente environ une quinzaine de salles avec une surface d'exposition de 2000 m². Et l'ensemble des salles seront désormais accessibles aux personnes à mobilité réduite, ce qui n'était pas le cas auparavant. Une prouesse pour un tel bâtiment. On peut juste ajouter qu'il y a 14 800 œuvres au château-musée de Gien. Enfin, il faut quand même l'entendre, ce chiffre, c'est énorme. Il y a effectivement 14 800 œuvres. Alors, bien évidemment, pas tout exposé. Il est impossible de tout exposer. Il y aura à peu près 1 millier d'œuvres qui seront présentées, mais les autres œuvres, d'une part, serviront pour des expositions temporaires, et puis d'autre part, dans le respect de la muséographie qui est mise en place, il y aura des rotations d'œuvres de façon à pouvoir présenter au public, disons, le panel le plus large possible des œuvres qui figurent dans les réserves. Nous savons tous que pour un musée, il est absolument essentiel qu'il vive. Et si le visiteur, à chacun de ses passages, voit la même chose, ça ne l'incite pas à revenir. Donc il y aura une forme de rotation d'œuvres, dans les limites évidemment du raisonnable, et en tout état de cause, bien sûr, dans le respect de la muséographie, qui ne sera pas revue tous les 3 ans. Est-ce qu'il y a aussi l'idée de renforcer l'attractivité de l'Est du département, puisqu'on sait qu'il y a d'autres lieux touristiques, plutôt privés, mais avec lesquels vous êtes, j'imagine, en partenariat. On pense au musée et à l'usine de la faïencerie de Gien, juste à côté le musée des Émaux de Brière, ou encore au château de la Bussière qui est tout près. Oui, le château de Saint-Brisson également, mais il y a aussi des lieux publics dans l'est du département qui sont très proches. Je pense en particulier au Centre d'art contemporain des Tanneries à Milly, et au musée et au musée Giraudet de Montargis, qui, dans quelques mois, réouvrira ses portes dans le cadre là aussi d'une nouvelle muséographie et de bâtiments qui ont bénéficié d'une importante extension. Et tout cela, finalement, est cohérent. Le but est de créer le plus possible de synergie entre tous ces lieux pour renforcer la fréquentation touristique dans l'est du département, et c'est d'ailleurs un aspect que nous avons pu évoquer lors des assises du tourisme qui se sont tenues à Sully-sur-Loire. Voilà, c'était le 30 mars. Il y a aussi l'idée éventuellement que les touristes puissent dormir, passer plusieurs jours dans l'est du Loiret ? C'est un enjeu important pour le tourisme dans le Loiret en général, dans l'Est, mais aussi dans d'autres parties du département. C'est-à-dire que nous avons
trop à l'heure actuelle des visiteurs qui viennent l'espace d'une journée, mais qui ne passent pas de nuit. Donc tout l'enjeu, c'est de faire en sorte, sans aller peut-être jusqu'au long séjour, mais en tout cas que les courts séjours soient un petit peu plus longs et qu'il y ait aussi une forme de fidélisation du public. Et plus l'offre est importante, évidemment, plus cela permettra d'atteindre ces objectifs. Et on va se rendre dans un autre château à présent, au château de Chamerolles, puisque c'est là qu'est remis tous les ans le prix Boccace de la Nouvelle. Et oui, chaque année, le château de Chamerolles accueille la fête de la Nouvelle. C'est un événement auquel le département est très attaché. Et il l'a conçu en lien étroit avec l'association Tu connais la Nouvelle. Et le château de Chamerolles et son parc se prêtent admirablement bien à cet événement. Et à l'occasion, effectivement, de cette fête de la Nouvelle, chaque année est décerné le prix Boccace, qui récompense un auteur d'un recueil de nouvelles écrit en langue française au cours des 5 dernières années. Et c'est pour y participer chaque année, je dirais que c'est vraiment un grand moment, très sympathique, et qui permet de mettre sous les projecteurs la nouvelle, qui est un genre littéraire qui est beaucoup moins connu et développé en France qu'il ne l'est, par exemple, dans les pays anglo-saxons. Et donc, on est fiers d'avoir été, en quelque sorte, avec Tu connais la Nouvelle, novateur il y a quelques années. Et oui, nous sommes vraiment très attachés à ce prix. Vous êtes vous-même un lecteur de nouvelles ou de cette forme Oui. d'œuvre littéraire ? Oui, Qu'est-ce qui vous plaît faut donner envie aussi un peu aux auditeurs éventuellement de s'intéresser à ce prix en regardant chez les libraires, pas que les romans justement, ou les gros pavés, ou bien les essais en politique. Vous savez, il y a des grands nouvellistes. Alors bien évidemment, je vais pas vous en citer une longue liste, mais on peut penser à Maupassant, on peut penser à Stefan Zweig et à beaucoup d'autres. La nouvelle, je crois que ce qui fait sa particularité et en même temps ce qui lui donne ses lettres de noblesse, c'est finalement en un nombre par définition limité de pages de privilégier l'intensité. La nouvelle est un genre littéraire dans lequel il faut faire court, mais il faut faire intense, parce que par définition, c'est une histoire qui se déroule, et c'est vraiment un genre littéraire auquel vraiment on est heureux d'apporter cette contribution, parce qu'on s'aperçoit qu'elle est effectivement méconnue en France, alors qu'il y a vraiment de très grandes œuvres littéraires dans ce domaine. On va terminer cette émission, il nous reste encore quelques minutes, mais pour élargir sur la politique culturelle, artistique et culturelle du département, parce que peut-être peu de gens le savent, mais les départements s'intéressent aussi et s'occupent de la politique culturelle et artistique par le biais de la rénovation de châteaux, de musées, comme c'était le cas. Peut-être juste un chiffre, combien financièrement ça coûte par an, ou bien est-ce qu'on peut faire sur les 10 dernières années, combien est-ce que le département a mis de sa poche et donc de la nôtre pour ces affaires culturelles et artistiques ? Vous savez, il y a de ça déjà un certain nombre d'années. L'État avait fixé un objectif qui s'était assigné à lui-même, mais qui devait aussi être suivi par les collectivités locales, même s'il n'était pas normatif, c'était consacrer 1% du budget à la culture. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est loin d'être le cas partout. Nous, on y est très attachés, et je dirais même plus que ça, on dépasse très largement le 1%, puisque notre budget départemental cette année est de 660 millions d'euros, et le budget de la culture, fonctionnement et investissement réunis, c'est 8 millions d'euros. Donc on est vraiment très attaché à cette politique culturelle, avec un double objectif qui est à la fois de favoriser l'accès du plus grand nombre à une offre culturelle, quel que soit son positionnement social et quel que soit l'endroit où il vit dans le département. La culture ne doit pas être l'apanage d'Orléans ou, pour faire simple, des villes, mais doit aussi irriguer le milieu rural. Et puis le second objectif, c'est de permettre à ceux qui le souhaitent de pouvoir aussi s'adonner à des pratiques culturelles. Et c'est la raison pour laquelle on attache, dans le cadre de cette politique globale culturelle, une importance toute particulière
à l'éducation artistique et culturelle, alors qu'il prend des formes diverses. Il peut s'agir du soutien aux écoles de musique, il peut s'agir du soutien aux ateliers de pratique artistique, de l'opération collège au cinéma, de l'aide à l'éducation musicale dans les écoles primaires. Enfin, ça prend des formes très variées, mais avec une ambition, en tout cas un souhait, d'abord peut-être donner l'idée à des habitants de notre département, quel que soit leur âge, de s'adonner à une pratique culturelle, les encourager dans ce sens, ou à tout le moins de participer au mieux au bénéfice de l'offre qui va en se développant et sur l'ensemble du territoire départemental. Alors vous parliez du centre contemporain Les Tanneurs à Milly, justement, qui est un nouveau centre culturel. Est-ce que là on peut imaginer des animations culturelles en direction des scolaires, du grand public? Est-ce qu'autour de chaque nouvel espace culturel, il y a comme ça toute une politique qui est imaginée autour? Bien sûr, le Centre d'art contemporain des Tanneries est un bon exemple. C'est un lieu qui est municipal, puisqu'il est né à l'initiative de la ville d'Amilly. Il est géré par cette dernière, mais il voisine à quelques mètres avec une école d'art et avec bien évidemment une ouverture très importante vers les scolaires, notamment à l'occasion des expositions qui seront programmées chaque année. La culture, tout le monde adore ça, c'est un bien qui est partagé par tout le monde, seulement parfois il faut aussi faire des arbitrages, c'est pas toujours simple, on voit que la politique culturelle, d'autres entités, d'autres collectivités territoriales en Loiret font parfois débat en interne, en externe, mais pourquoi tel choix et pourquoi on favorise telle chose et pas une autre? Et puis je pense que vous devez être assez sollicité aussi parce que dès qu'il y a un petit peu d'argent récolté, tout le monde essaye de prendre une part du gâteau. Qui fait les arbitrages? Est-ce que c'est vous, Frédéric Neyraud? Est-ce que c'est aussi Uxori? Est-ce que les services départementaux sont associés? Comment ça marche? Les services ont un rôle de proposition, mais l'arbitrage est rendu par les élus. L'arbitrage qui a été fait dès le début de notre mandat, c'est de donner une place importante à la culture. Et si vous lisez notre projet de mandat, donc pour 2015-2021, vous verrez qu'il fait une place importante à la culture. Et d'ailleurs, une des 12 actions phares du projet de mandat est intitulée « Soutenir les arts et les artistes ». Il s'agit effectivement d'un arbitrage politique. Uxori est très attaché à la culture. Il l'a montré quand il était maire d'Olivet. Et il a souhaité que la même orientation soit poursuivie au niveau du département. Et c'est bien sûr une orientation qui est tout à fait enthousiasmante et à laquelle le vice-président chargé de la culture adhère à 100%. Et je crois que vraiment, par rapport à beaucoup de départements, nous avons un niveau d'intervention dans le domaine culturel qui se situe à un niveau élevé. D'ailleurs, j'en veux pour preuve que pour la première fois l'an passé, nous avions organisé à Chamerolles une rencontre des acteurs culturels qui réunissait des personnes d'horizons très différents, beaucoup de représentants du spectacle vivant et d'autres domaines, et qui, je dois dire, on peut dire unanimement, ont salué l'effort qui était fait pour la culture par le conseil départemental dans le prolongement de ce qui était fait au cours des années précédentes, mais avec peut-être des inflexions supplémentaires.